Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Toujours en compagnie du chroniqueur politique Olivier d'Artigol et du rédacteur en chef du service politique du Journal du Dimanche, Raphaël Steinville. On va, si vous le voulez bien, messieurs, j'allais dire, passer en revue la journée folle des LFI. Alors, il y a eu cet accrochage entre Manuel Bompard et Éric Dupond-Moretti à l'Assemblée nationale. Et puis, tout a commencé par cette convocation de Rima Hassan et de Mathilde Panot devant les locaux de la police judiciaire. Rima Hassan et Mathilde Panot entendus donc par ce tribunal de police de Paris. Et juste après cette convocation, eh bien une manifestation avait été organisée au pied du tribunal, ce qui a permis à Mathilde Panot de prendre la parole. À ceux qui nous convoquent, j'accuse, vous dévoyez les moyens de l'antiterroriste pour faire taire les voix de la paix et criminaliser les militants. C'est l'ensemble de la bourgeoisie autoritaire au pouvoir qui s'est mise en mouvement contre le camp de la paix. Et on va écouter également Rima Hassan à la sortie de cette convocation. Je ne regrette rien, absolument rien. Je suis responsable de ce que je dis jusqu'au bout. Je ne suis pas responsable de comment les personnes l'interprètent. Et donc effectivement, avec 9 secondes d'une interview qui fait 40 minutes, ça a laissé place, surtout quand sciemment on coupe la question sur la qualification du Hamas comme étant un groupe terroriste. Forcément, les gens qui écoutent ces 8 secondes se disent « Mais attendez, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de légitimité ?» Et donc là, on est en train de se battre, et on va se battre jusqu'au bout pour que vous ayez tous et toutes accès à cette interview, parce que je n'ai absolument rien à cacher. Et donc, en ce sens, je regrette aucun des mots que j'ai pu tenir dans cette interview. Voilà, difficile à suivre, hein. Rima Hassan et Mathilde Panot qui étaient donc entendus pour apologie du terrorisme. Raphaël Steinville, est-ce qu'on arrive à savoir où est le clocher? Est-ce qu'il est encore au milieu de l'église? Est-ce que l'église est encore au milieu du village, si j'ose dire? En fait, je pense que c'est presque une fausse question, parce que derrière tout ça, on le sent bien, il y a une stratégie qui est assumée de plus en plus ouvertement. Et donc, peu importe la condamnation, peu importe, en fait, c'est le bruit. C'est le rouleau compresseur. C'est le rouleau compresseur, c'est le simple fait même que nous soyons assis autour de cette table et que nous parlions de LFI est déjà en soi un succès pour eux, que ce soit en bien ou en mal. Ouais. Pour eux, ils engrangent. C'est d'ailleurs très étonnant. On devrait même pas en parler parce que ça leur fait de la publicité. Non, mais c'est un peu le drame et le piège tendu par Rima Hassan et tous ceux qui continuent dans cette voie. C'est que lorsque l'on dissèque après même les mots de Rima Hassan, de Mathilde Panot, et qu'ils continuent à se présenter comme des militants de la paix, moi je veux bien. J'aimerais d'ailleurs qu'il y ait des véritables militants de la paix, mais peut-on considérer que LFI aujourd'hui milite pour la paix au Proche-Orient quand ce sont les mêmes qui scandent des slogans comme de la rivière à la mer, niant l'existence même de l'État d'Israël. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de problématique, et d'une certaine manière, on ne fait que donner un peu plus d'écho à cette cause. À chaque fois qu'il y a un propos problématique, entre guillemets, on se défile. C'est-à-dire que là, vous avez entendu Rima Hassan qui attendait, c'est une interview de 40 minutes, on a pris un bout, ça s'est produit également dans d'autres cas, pas forcément de LFI ou d'autres personnages politiques, Olivier d'Artigol. Il y a deux dimensions aujourd'hui. D'abord, il y a une dimension judiciaire. Là, il me semble que les deux affaires, Panot et Hassan, ont été transmises au parquet, qui va donc donner une appréciation. Pour ma part, vraiment, personnellement, je ne suis pas favorable à une judiciarisation du débat politique. C'est-à-dire que je pense que le juge de paix, c'est le résultat le 9 juin pour les élections européennes. Donc on peut laisser dire Mathilde Panot, Rima Hassan ce qu'elle veut. Je suis en total désaccord, par exemple, avec le fait qu'il ne qualifie pas le Hamas comme une organisation terroriste. Mais ça, vous ne le ferez pas dire. Et comme responsable d'un pogrom abominable. Mais je me méfie, dans la période que nous allons traverser, je préfère que la dispute ait lieu sur le plan politique, parlementaire, médiatique, et qu'elle soit tranchée par les électeurs plutôt que d'aller vers une hyper-judiciarisation de tout ça. Bon, peut-être que je me trompe, mais je ressens un peu sur ce climat-là. Deuxième chose, la technique de Jean-Luc Mélenchon est une technique qu'on connaît par cœur. Créer un point de fixation, un moment de sidération politique avec des déclarations,
puis après presque être sur la demande d'un apaisement, aller vers de la philosophie politique, convoquer Hannah Arendt, et il fait ça très régulièrement. Des coups de chaud pour après faire redescendre. Ça, j'ai envie de dire, vous savez, la dernière fois en 2019, Raphaël, de mémoire, Manon Aubry est à 6%, ce qui n'empêche pas Jean-Luc Mélenchon en 2022 d'être à 22. Aujourd'hui, ils ont fait un choix stratégique, électoraliste. On peut juger que ce choix électoraliste est moralement contestable, dans le sens où il vise un vote communautariste. Mais dans ce moment de décomposition, recomposition politique, peut-être que c'est pour lui une option qui peut l'amener à être touche-touche sur une qualification de second tour. Raphaël Steinville. Moi, c'est ce que je crois très profondément. Je crois que ce qui se joue pour LFI, c'est beaucoup moins le score qu'il réalisera au soir des européennes que au soir du premier tour de l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, vise la qualification pour le second tour. Il le répète à l'envi, il ne lui a manqué que quelques centaines de milliers de voix en 2022, de même qu'en 2017. Et donc, c'est son pari, c'est d'aller mobiliser ceux qui sont déjà quasiment le plus captif parmi son électorat, c'est-à-dire l'électorat des banlieues. On sait, ça a déjà été dit, 69% des Français de confession musulmane ont voté Jean-Luc Mélenchon. Ceux qui vont voter. Non, qui ont voté en 2022, ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. Et c'est ce pari que de faire grossir cette communauté. En tout cas, le porte-voix de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, celui qui vient sur les plateaux de télévision, qui vient à Europe 1, qui vient à CNews, c'est Manuel Bompard. Et aujourd'hui, il s'est exprimé à l'Assemblée nationale pour les questions au gouvernement. Et il accuse le garde des Sceaux de vouloir museler l'opposition. On empêche des candidats à une élection de tenir une conférence dans une université. On convoque la présidente d'un groupe parlementaire d'opposition devant la police antiterroriste pour un communiqué de presse. On menace et on réprime des étudiants qui s'indignent face à un massacre terrifiant. Il y a les opinions autorisées, les vôtres et celles de vos nouveaux amis d'extrême droite. Et il y a les autres, celles qui conduisent devant les tribunaux ou dans les commissariats de police. Avez-vous l'intention de saper un à un les fondamentaux de notre état de droit? Quand allez-vous cesser de défigurer la France? Bon, à entendre Emmanuel Bompard, on est en Corée du Nord. Éric Dupond-Moretti lui a répondu. Monsieur le député Bompard, la justice, vous l'aimez collée contre le mur par la violence de Mélenchon. C'est comme ça que vous l'envisagez. La justice a donc été saisie et elle dira ce qu'elle a à dire en toute indépendance. Vos amis à vous, ce sont les mollahs, monsieur Bompard. Vous devriez avoir honte. Olivier, on peut continuer comme ça très très longtemps. J'entends des excès des deux côtés pour le coup sur ce qu'on vient d'écouter. Dupond-Moretti aussi. Oui. Vous auriez gardé votre calme vous dans l'hémicycle en tant que ministre de la Justice quand vous entendez ça? Oui, mais justement, Éric Dupond-Moretti, j'ai le sentiment que l'ancien ténor du barreau, quitte à tort, il a du mal définitivement à se faire à ce chaudron qu'est l'hémicycle, qu'est le Parlement, qu'est le Parlement, avec des fois des foucades. Moi, c'est pas un grand moment parlementaire. La difficulté que j'ai, c'est que l'attitude des insoumis écrase tout. Et ceux qui sont sur la défense de la cause palestinienne, qui est une cause honorable, on regarde ce qui se passe à Gaza, qui sont pour une solution à deux États, pour la paix et la sécurité, pour les Israéliens et les Palestiniens. Ils ne sont pas tous pour une solution à deux États, les Palestiniens. Oui, mais pour ceux qui le sont, on va faire un ratio, à mon avis, on va être déçus. N'en doutez pas, il y a encore des personnes dans ce pays qui défendent la Palestine et le peuple palestinien, mais qui souhaitent les deux États, la paix et la sécurité. Moi, je viens de cette culture-là, vous voyez. Mais aujourd'hui, les insoumis écrasent tout, et il est très dur de faire entendre de nouveau cette voix qu'on peut entendre, par exemple, aussi dans la société israélienne, avec ce qui se passe dans certaines mobilisations. En tout cas, ça devient difficile. Pour LFI, ça n'est pas un mantra, la défense de la Palestine, on le sait. Pour relisez l'excellent livre d'Éric Nolot, qui parle justement de Mélenchon, c'est de la com. Il utilise terriblement, d'ailleurs, la cause palestinienne il ne s'est jamais déplacé, pour des questions électorales. Il n'a jamais fait il ne fait jamais un déplacement. En revanche, il tense Madame Braun-Pivet en disant qu'elle campe en Israël. Enfin, je veux dire. Oui, mais il y avait encore une fois, il y avait une culture à gauche qui était une position équilibrée d'avenir, une solution à deux États qu'on entend
peu médiatiquement parce que la polémique insoumise écrase tout. Raphaël Steinville. Il y a plusieurs choses à dire. D'abord, rappeler que récemment, un responsable syndical de la CGT a été condamné pour un communiqué écrit au lendemain du 7 octobre qui faisait l'apologie du terrorisme. Et c'est dans le même cadre que Mathilde Panot a été convoquée pour un communiqué pour le moins alambiqué. Alors bien sûr, j'entendais tout à l'heure Olivier expliquer que le calendrier était malencontreux, qu'on aurait peut-être pu attendre ce que la justice soit plus tardive. Peut-être qu'elle aurait pu être un peu plus prompte à se saisir. Et encore une fois, ce n'est pas Éric Dupond-Moretti qui auditionne et qui a convoqué Rima Hassan et Mathilde Panot, mais bien le parquet antiterroriste. Oui, enfin, il représente en l'occurrence la justice dans l'hémicycle, donc il faut bien qu'il réponde. Il y a quand même une séparation des pouvoirs. Quant à la réponse d'Éric Dupond-Moretti, malheureusement, moi je trouve que elle manque de nuances. C'est-à-dire que d'un côté, à chaque fois avec les adversaires politiques de la Macronie, soit on est poutinophile lorsqu'on s'appelle Éric Zemmour ou Marine Le Pen, soit maintenant on est Mola maniaque lorsqu'on s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Il y a quand même de la recherche dans la sémantique, hein, il faut dire. Oui, non, donc je pense que ça n'aide pas à un débat constructif et à un apaisement des débats.